Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, place à la partie américaine avec une séquence importante, à commencer par les prises de parole de Jérôme Powell aujourd'hui et demain devant les commissions spécialisées dans les affaires économiques et financière au Sénat aujourd'hui, à la Chambre des représentants demain. On parle du témoignage semi-annuel du président de la Réserve fédérale américaine qui s'exprime juste avant la publication d'un chiffre important, crucial même peut-être pour la suite et la conduite de la politique monétaire américaine dans les prochains mois. Le rapport mensuel sur l'inflation relatif au mois de juin qui sera publié ce jeudi. À ce stade, le discours de Jérôme Powell ne varie pas beaucoup. Il reconnaît qu'une partie de la bataille contre l'inflation a été remportée, en tout cas que des efforts considérables ont pu être faits en la matière. Néanmoins, il manque toujours ce petit degré de confiance nécessaire pour permettre à la Fed d'enclencher ou de signaler explicitement une prochaine baisse de taux. On comprend à travers ce discours que le meeting de fin juillet pour la Fed sera encore un meeting d'attente avant peut-être un premier mouvement pour le mois de septembre. Débat et discussion avec nos invités de Planète Marché dans un instant sur ces questions fondamentales, sans oublier la dimension politique, on y reviendra dans un instant, mais les marchés européens et le marché parisien ont plutôt souffert aujourd'hui avec un CAC qui termine en baisse de plus de 1,5% sous les 7500 points avec une incertitude qui s'installe pour quelques jours, voire quelques semaines au moins côté français. Et puis les entreprises vont également bientôt reprendre la parole à l'occasion de la saison des publications des résultats du deuxième trimestre et déjà quelques petits warnings qui viennent, bien mettre en perspective les enjeux des résultats des entreprises. On a eu Dassault Systèmes aujourd'hui, Verallia également sur la cote française. Ces derniers jours, on avait eu quelques ajustements de prévision et de guidance de la part du patron de L'Oréal ou encore de Michelin, puis Nike qui a fait un warning important sur la partie américaine il y a une dizaine de jours, ou encore Page Group sur la cote britannique, la spécialiste du recrutement, un cabinet de recrutement mondial, lui aussi qui abaisse ses prévisions en raison d'une dégradation de l'activité qu'il observe dans ces différents marchés mondiaux. Voilà pour les sujets de marché du moment. Discussion à suivre, je le disais, avec nos invités dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous reviendrons sur le thème de l'économie de l'abonnement. C'est une des stratégies qui est déployée chez Thematics Asset Management depuis 4 ans maintenant. Et le co-gérant de la stratégie sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec vous, Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Bon, une tendance rouge sur le marché parisien et sur les marchés européens, une baisse qui s'est même accélérée à partir du milieu d'après-midi. Oui, parce que la France est évidemment toujours plongée dans une période d'incertitude en attendant l'installation du prochain gouvernement. Donc le CAC 40 s'inscrit en net recul de plus de 1%. Et plus globalement, c'est l'ensemble des bourses européennes qui est dans le rouge aujourd'hui. Bon, qu'en est-il du marché obligataire qu'on continue de surveiller de près, notamment autour de la France et du cas français ? Le rendement de l'obligation française à 10 ans est autour de 3,20%. Le rendement de l'obligation allemande de même échéance autour de 2,55%. Le spread se détend un peu à 65 points de base environ. Enfin, l'euro est stable à 1,08$. Alors que Jérôme Powell prend la parole, c'est une première audition d'un témoignage semi-annuel du président de la Fed devant la commission des affaires bancaires du Sénat aujourd'hui. Oui, dans ce témoignage, il évoque notamment les taux américain en expliquant que réduire les contraintes trop tôt ou trop fort pourrait annuler les progrès en matière d'inflation, mais réduire les contraintes trop tard ou trop peu pourrait aussi affaiblir l'économie américaine. Jérôme Powell reconnaît néanmoins que la Fed a fait des progrès considérables dans son objectif de ramener l'inflation à 2%, mais estime pour autant qu'elle n'a pas toute la confiance nécessaire pour entamer dès maintenant des baisses de taux. Bon, côté entreprise, je le disais, la saison de publication va reprendre d'ici quelques jours, ce vendredi notamment avec les grandes banques américaines, et en attendant quelques petites alertes ou avertissements en provenance de certaines entreprises.
Dassault Systèmes fait état d'un chiffre d'affaires jugé décevant au titre du deuxième trimestre, malgré une hausse de 4% sur la période et un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros. C'est inférieur de 2% à ses propres attentes. Le groupe revoit donc à la baisse ses objectifs annuels. Le titre lâche 5% et finit lanterne rouge du CAC 40. Un autre warning, c'est Verallia qui abaisse sa prévision d'EBITDA pour 2024 à 866 millions d'euros contre 1 milliard précédemment. Le titre dévisse de 15% au cours de la séance et finit lanterne rouge du SBF 120. Ailleurs en Europe, Porsche fait état d'un recul de ses livraisons mondiales de 7% au premier semestre, un recul dû en partie au ralentissement de ses livraisons en Chine. Et puis côté américain, Boeing fait encore la une de l'actualité aujourd'hui, plutôt pour de mauvaises raisons à nouveau. Oui, alors qu'il plaidait coupable hier sur les 2 accidents mortels de 737 MAX, un appareil de United Airlines a perdu hier une roue de son train d'atterrissage au décollage, mais a pu atterrir en toute sécurité à destination, sans faire de blessés. Le titre ouvre en léger recul à Wall Street, l'occasion de rappeler que le titre perd presque 30% depuis le début de l'année. Pour finir, demain, la journée s'annonce calme, aucun indicateur de premier rang n'est attendu. Merci beaucoup Pauline. Pauline Gratel avec nous chaque soir pour le résumé du jour sur les marchés financiers. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Stéphane Déo est à nos côtés, gérant senior chez Eleva Capital. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Je le précise, vous êtes également membre de l'association L'Éco Avenir qui a pour mission de faire de la pédagogie autour de concepts économiques divers et variés. C'est ça Stéphane ? C'est ça. On a un site web avec pas mal de podcasts, on fait d'autres initiatives. Donc voilà. On essaye d'aider un petit peu. Mais c'est très bien. Merci beaucoup pour cette aide. Oui, beaucoup d'économistes de renom qui participent à cette association présidée par Pierre-Olivier Béfi. Je salue au passage, qui en est l'initiateur. Hervé Gouletker à nos côtés, Senior Economic Advisor d'Accuracy. Bonsoir Hervé. Bonsoir Hervé. Merci beaucoup d'être là et merci Andrew Etherington d'être à nos côtés également. Bonsoir Andrew. Bonsoir. Vous êtes le responsable de la gestion diversifiée chez AXA IM. La dimension politique est une dimension importante au moment où on se parle, en tout cas dans la dynamique des marchés. Comment vous regardez ça d'ailleurs avec un peu de recul, peut-être Andrew, et l'expérience d'investisseur que vous pouvez avoir? Généralement, c'est ce que j'ai appris ou constaté, c'est l'investisseur avisé, pragmatique, a plutôt intérêt à ne pas trop pondérer ou surpondérer le poids des enjeux politiques ou du bruit politique dans sa prise de décision d'investisseur rationnel. Dans le cas de la France ou dans d'autres situations autour de nous, est-ce que c'est un playbook qu'il faut bien avoir en tête aujourd'hui ou est-ce qu'on est dans des schémas et des situations différentes ? Je crois que la première chose, c'est qu'on regarde ces affaires avec beaucoup de recul et d'humilité. On n'est pas là à juger, mais de considérer ce qui pourrait être les éventuelles conséquences. Mais ce qu'on sait avec un peu d'expérience, comme il y en a autour de la table, c'est qu'il y a plus de bruit et moins d'impact sur la valorisation des actifs en règle générale. Donc, on aime beaucoup en parler. Mais après, à tirer les conséquences qui ont un impact majeur sur notre métier d'allocation, il faut prendre un peu plus de temps et il faut aujourd'hui, que ce soit pour la France, l'Europe ou les États-Unis ou de moindre mesure la Grande-Bretagne, il faut avoir beaucoup plus d'informations qu'on a aujourd'hui. On reste dans une forme d'incertitude aujourd'hui, si je prends l'exemple du cas français, alors qu'il y a peut-être justifié certaines décisions tactiques, je ne sais pas, dans une gestion diversifiée, Andrew, mais qui doit amener encore de la prudence sur des décisions stratégiques d'investisseurs de long terme. Quel niveau de pondération je vais garder pour les actifs français dans mon allocation stratégique? Cette question-là, elle est encore en suspens aujourd'hui, Andrew? C'est vrai que suite à la décision de remettre des choses en cause, ici en France, on avait réduit le risque sur l'ensemble des portefeuilles. La partie qui était exposée à la France était assez minime sur les banques européennes, sur lesquelles la France a un poids important. Et certainement, c'est peut-être sur cette optique-là qu'il faut regarder les choses actuellement en France. Le risque le plus immédiat, c'est probablement une dégradation de cette relation de spread, d'écart de rendement entre les valeurs françaises et
celle de référence, si vous voulez, de l'Allemagne. Donc un décrochage des actifs financiers français. Mais la situation était déjà délicate. Standard & Poor's avait déjà fait ce qu'ils avaient à faire sur la notation de la France, mais c'est surtout ce qu'ils avaient, vous venez d'évoquer, l'incertitude. Ils avaient dit que la stabilité politique en France a été toujours quelque chose qui a assisté à la France de se financer à des niveaux qui étaient peut-être parfois pas très cohérents avec la situation budgétaire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à considérer ? C'est plutôt cette évolution-là qui était déjà en difficulté. Et je ne vois pas grand-chose aujourd'hui qui devrait reconforter une prise de position très marquée là-dessus, positivement, je dirais. Est-ce que, alors je ne sais pas, je prends également le cas britannique, est-ce que là, d'avoir pour le coup un bruit positif, dans le sens où une majorité claire, sans doute stable, s'est dessinée avec la victoire du Labour 14 ans après et Keir Starmer Premier ministre, est-ce que là, en tant qu'investisseur sur un rationnel un peu stratégique, est-ce que ça redonne envie peut-être d'être un peu plus exposé aux actifs britanniques ? Le marché britannique est un peu pervers. Hein. Le FTSE 100, c'est plutôt un indice défensif. Parce que la constitution de cet indice est plutôt très global. Ça profite plutôt quand le devise est faible. Donc, un accru de positivité sur la Grande-Bretagne pourrait peut-être amener le devise à s'apprécier. Donc, il y a le petit côté, le FTSE 250, qui est plutôt les capitalisations petits et moyens, qui sont plus exposés à la domestique. Donc, oui, je crois que quelque part, il y a un renouvel de positivité. Au moins, on arrête avec une période qui était marquée par certains événements de chaos, les Truss, le Brexit. Tout cela n'est pas réglé. Mais au moins, on devrait avoir un peu plus de stabilité, un peu plus de continuité dans les valeurs de l'État. Ah ouais. Je trouve que le parallèle est intéressant, de voir ce qui se passe des deux côtés de la Manche aujourd'hui. On tire un peu trop sur c'est la fin du chaos là-bas et c'est le chaos ici. Je ne comprends pas du tout. C'est pas aussi tranché que ça. Il y a plus de stabilité et de continuité. Oui. Donc, oui. On n'a pas 8 ans de Brexit en France derrière nous. Et nos flux d'allocation on s'est épargné ça. Oui, on est d'accord. On s'était épargné ça. Hervé, sur ces situations politiques et la prise en compte de la dimension politique par les investisseurs, et puis dans le cas français, comment vous regardez les choses, l'environnement pour les actifs français, est-ce que c'est un immobilisme qui plaide par un statu quo? Est-ce que c'est plus une source ou un risque d'instabilité, une perte de statut pour les actifs français? Qu'est-ce qui nous attend là? Je pense qu'aujourd'hui, on a toujours la grille entre incertitude et risque. Il y a sans doute un peu de risque et beaucoup d'incertitude. Moi, il me semble que ce qu'il faut prendre en compte pour essayer de faire le lien entre le politique et l'économique, puis après l'économique et les marchés, c'est la temporalité de ce qui se passe. La temporalité, je crois qu'il y a 3 éléments. D'abord, on passe tout de même d'un régime présidentiel à un régime plus parlementaire. Et ça veut dire que le temps politique va être plus long. Donc il faut que l'on accepte cela. Il ne faut pas oublier que la formation d'un gouvernement le plus long, moi que j'ai repéré, sous la 4e République, ça a pris 63 jours. Donc en fait, sans être comme les Belges, les Néerlandais, peut-être qu'on peut entrer dans un temps un peu plus long. La deuxième temporalité, c'est que dans le système politique français, qui reste tout de même de fondement présidentiel, la grande date, c'est 2027, c'est la prochaine élection présidentielle. Et donc, tous les partis vont essayer de ne pas se griller pour cette échéance-là. Et là, ça envoie déjà un message d'une certaine prudence. Il ne faut pas décevoir, il ne faut pas prendre trop de risques, sachant que déception et risque, ça peut être contradictoire. Le 3e élément de temporalité, c'est que si la grande date, c'est 2027, n'empêche qu'à l'horizon d'un an, pour une raison ou une autre, on peut très bien réavoir une élection parlementaire, ce qui renforce le côté « attention, ne prenons pas de risques ». Donc maintenant, les implications économiques, si on accepte ce cadre-là, il n'y aura pas de grand soir. C'est-à-dire que la phraséologie parfois très radicale de la nouvelle union de la gauche, ça ne marchera pas. La deuxième idée, c'est que si on croit aux réformes structurelles, à la politique de l'offre, à court terme, il ne se passera pas grand-chose. Et le 3e élément, c'est que le soutien viendra
entre guillemets, plutôt par une politique de la demande. Donc je pense que si on dit cela, on évite vraisemblablement une rupture, c'est-à-dire on n'aura pas une politique à la 81. Je ne crois pas. Par contre, on va avoir un essoufflement des réformes, un essoufflement de l'attirance. Et un déplacement de la plateforme pro-offre vers une plateforme plus tiltée pro-demande. C'est le barycentre va se déplacer dans ce sens-là, selon vous. Et donc, moi, il me semble que si on regarde, non pas en absolu, mais en relatif, la France par rapport aux autres actifs européens, qui eux-mêmes seraient à regarder en relatif par rapport aux actifs américains, il me semble qu'on sera un peu en retrait par rapport à l'image qu'on s'en faisait précédemment, sachant que des difficultés, il n'y en a pas que chez nous. Nos amis allemands en ont d'autres. Ah, mais c'est un concours de beauté général. Oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr. En tout cas, c'est quand même le cas français qui est plutôt le cas brûlant du moment. Comment vous regardez ça, Stéphane, bien sûr, d'un point de vue de marché et combien de temps est-ce que la France peut avoir du point de vue des marchés ? Parce qu'une situation ou d'immobilisme ou d'une temporalité plus longue, comme le disait Hervé Goulet-Quer dans la prise de décision, moi je vois que la trajectoire des finances publiques continue de se dégrader. Sur les 5 premiers mois de l'année, le déficit public français a même un peu plus dérivé que ce qu'on a observé sur les... Oui. En tout cas, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Donc ça, c'est un chrono qui tourne quand même, j'ai l'impression. Oui. Alors, il y a un mot qu'Andrew a utilisé que j'aime bien, c'est il faut rester humble. Parce que je rappelle quand même que dimanche dernier, on a eu un résultat d'élection qui a pris tout le monde par surprise. On a été complètement nul en prévision. Sur le deuxième tour, la fiabilité, la prédictibilité des sondeurs français a été un peu prise à défaut. Quelques semaines avant, on a eu une dissolution que personne n'avait prévue. On a été complètement nul. Donc, je ferai très très attention aux prévisions politiques parce que le mois dernier nous a rappelé qu'on était catastrophiquement mauvais pour ce genre de choses. Ouais. Donc, ceci étant dit, et en prenant en compte mon incompétence totale en termes de politique, je pense qu'il y a effectivement un scénario central qu'on peut décrire. Le problème pour les marchés, c'est qu'on a énormément de scénarios alternatifs qui peuvent être mauvais, très mauvais, catastrophiques, etc., etc. Alors vous allez me dire, oui, si je vous les décris, oui, mais ça c'est peu probable, ça c'est peu probable. C'est un peu comme si j'avais à traverser un champ de mines, vous avez 100 mines, vous allez me dire, ah oui, mais la mine 38, j'ai une chance sur 100 de sauter dessus. La 25, j'ai une chance sur 100, donc c'est pas grave. Moi, je traverse pas le champ de mines. Ouais. Et là, c'est exactement la même chose. Ouais. Donc tactiquement, on a énormément réduit la voilure parce que je ne veux pas prendre un risque sur quelque chose que... Enfin, il faut être franc, personne ne sait où on va. On a été nullissime en termes de prévision, donc il faut faire très très attention. Donc ça, c'est la position tactique à l'heure actuelle. Et bien malin qui peut dire ce qui va se passer déjà cet après-midi. Oui. Donc, après, je pense qu'il y a un autre sujet qui est, est-ce qu'il y a un effet cliquet ? C'est-à-dire, est-ce que la crise qu'on vit à l'heure actuelle va laisser une trace permanente ou pas ? Et si je regarde le spread français, donc je vous rappelle, le classement, c'est AAA, c'est les meilleurs élèves. Donc en Europe, c'est Allemagne, Pays-Bas et Luxembourg, si ma mémoire est bonne. Nous, on est AA, après vous avez Single A, etc. On est dans le groupe AA, d'après Standard & Poor's. AA, moi. Oui, en bas. Là, je voulais pas aller dans les détails. Alors à AA, il y a AA+, AA, AA-. Nous, on est AA-. Donc on est juste à la limite en bas. Par contre, si vous regardez les taux d'intérêt, on est pile poil à mi-chemin entre l'Espagne et le Portugal qui sont single A. Ouais. Donc en fait, on a été downgradé. Pas par S&P, mais par le marché. Le marché dit, les gars, vous avez changé de division, vous jouez plus en AA, vous jouez en simple A. On a perdu l'atout de la stabilité politique. C'est-à-dire que, comme le disait Andrew, dans le rationnel des agences, il y avait la trajectoire des finances publiques médiocre, voire pas très bonne, mais il y avait ce paratonnerre de la stabilité politique, des institutions, etc. Alors moi, j'ai rencontré une des agences de notation il y a 2 mois avant les élections, et je leur disais, mais vous êtes quand même assez sympathique avec la France quand on regarde les ratios, même AA-. Alors AA-, ça reste une très bonne note. Hein. Ah bah, sûr. Il faut pas non plus céder à la panique et dire que tout va mal en France. Ils m'ont dit non, on n'est pas complaisant pour 2 raisons. Première raison, il y a une stabilité politique. Pour ça, vous pouvez mettre de côté. Ça tombe. Oui. Capote. Et puis la deuxième raison, c'est
il y a eu des avancées structurelles importantes, le marché de l'emploi, la réforme des retraites, etc., qui améliorent la trajectoire de long terme. On donne le bénéfice du doute sur la consolidation budgétaire et on verra. Et là, c'est la discussion que vous avez eue. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer une fois de plus dans le futur, mais il est extrêmement peu probable que la trajectoire du déficit s'améliore par rapport à ce qu'on attendait il y a 2 mois. Je pense qu'elle va se détériorer. Alors, je ne sais pas si elle se détériore un peu, beaucoup, passionnément ou à la folie, mais... certains attendent qu'à un certain point, elle s'améliore, à un moment en tout cas, oui. Stéphane, que ce soit les agences que vous avez citées, ou plus simplement et plus directement la Commission européenne, avec les garde-fous disciplinaires, des règles budgétaires, pour ça, il faut prendre des mesures. Oui, mais c'est bien une attente qui existe et qui, à un moment, qui risque d'être demandera effectivement à être satisfaite. Donc la probabilité que la France soit officiellement d'André, surtout que, imaginez que, alors je ne sais pas si c'est Moody's, S&P ou etc. qui arrivent dans 3-4 mois et qui passent la France de AA à A, le marché va dire, je sais, oui, on savait déjà. 3 mois, ça fait 4 mois, comme d'hab. C'est un non-hiver. D'habitude. Donc, mais ça veut dire qu'on a changé de... Et c'est durable là? Pour moi, oui, c'est durable. Donc vous avez le groupe des AA, avec, alors il y a la Belgique, l'Autriche, la Finlande, l'Irlande, si mes souvenirs sont bons. Là, on a changé. Mais je crois que le marché n'est pas la Nations League. Hein. C'est que à la fin, c'est l'acheteur et le vendeur qui fait la différence, qui font la différence. Et là, ce que je crois qu'on constate depuis le premier tour, ou au moins c'est que les investisseurs institutionnels, que ce soit domestiques et surtout internationaux, n'ont pas vendu. Non. En fait, eux, ils sont en confiance. Tant qu'eux, ils sont en confiance, on s'en fiche quelque part ce qu'ils disent, les agences de notation. C'est juste un exercice intellectuel et de com. Ce qui est important, surtout que l'OAT représente en G20, en G10, pardon, l'actif le plus diversifié internationalement parlant, ce qui est quelque chose qui est un grand atout de la dette française. Et on comprend mieux qu'elle soit détenue à 53% par des investisseurs non résidents aujourd'hui, vu son intérêt. Si eux décident de ne pas vendre, il n'y aura pas grand-chose sur le marché. Le problème, c'est que jusqu'à là, depuis ce qui est arrivé, l'incertitude qu'on a dans le marché depuis une quinzaine de jours, c'est qu'ils n'ont pas encore vendu. Oui, c'est ça le problème. Ouais. Si on a plus à acheter, il va y avoir un petit ajustement de prix, c'est naturel. Mais parce que je me rappelle d'une histoire avec Stéphane devant un investisseur qui se plaignait il y a une dizaine d'années que les banques n'étaient pas présentes pour acheter les BTP quand le marché était un peu italien. Stéphane a expliqué que M. Gérant, c'est très gentil d'avoir cette inquiétude, mais pourquoi les banques devraient en acheter? C'est pas eux qui font le prix. Donc on verra dans les flux ce qui va être la réalité. Pour l'instant, l'incertitude n'a pas amené à plus que juste un petit peu de frottement. Bon, on comprend quand même que la contrainte fiscale, budgétaire va être très forte, Hervé. Alors vous disiez, le temps politique sera peut-être un peu rallongé. Il y a quand même ces rendez-vous budgétaires à l'automne. Alors au-delà des arguties constitutionnelles de comment faire passer un budget quand il n'y a que des minorités au Parlement, etc. Bon, on verra jusqu'où le degré de conflictualité peut aller dans cette nouvelle assemblée qui s'installe. Mais encore une fois, je reviens sur ma question de déficit. Il y a beaucoup de gens, des partenaires européens, la Commission, des agences et peut-être une partie des marchés également, qui attendent quand même des gages de sérieux sur cette partie budgétaire qui s'est détériorée en absolu et en relatif par rapport à d'autres. En fait, on est, qu'on le veuille ou non, dans des logiques de compromis. Et donc, on aura une dégradation des comptes publics par rapport à ce que l'on imaginait auparavant. Il fallait faire 20 milliards de consolidation cette année, 20 milliards l'an prochain. Sur le programme 2025-2028, c'est l'ordre de 100 milliards d'euros de ce qui a été pledgé, garanti par la France vis-à-vis de Bruxelles. Bon. La BCE nous rappelait, je crois que c'était il y a 15 jours, dans un papier, que l'effort budgétaire à fournir pour rentrer dans les clous des 60 points de PIB d'ici à une dizaine d'années et faire les efforts en matière de transition énergétique, c'était pas loin de 6 points de PIB. Donc on peut mettre plein de points de PIB sur la table. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y aura
des compromis à passer en France et il y aura des compromis à passer entre la France et Bruxelles. Alors, entre la France et les agences de notation et la France et les marchés, c'est plus compliqué. Mais en fait, on aura des compromis. Tout ce que l'on peut espérer, mais ça, pour le moment, on n'en sait rien, même si l'analyse que j'ai faite de la politique me fait dire que dans le compromis, ça n'ira pas trop loin. Il n'y aura pas une très forte dégradation. Il n'y a pas de rupture voilà. dans votre idée. On n'ira pas à la casse, mais il y aura une dégradation. Ça, je crois qu'elle est inscrite dans les faits. Le spread de taux, aujourd'hui, nous indique une certaine incertitude, une inquiétude. Le spread de taux, à mon avis, pourrait monter plus haut que les 60. On est monté à 80, donc après le choc de la dissolution. À mon avis, 80, on ira plus vers 80 que le retour à 40. Ça, c'est clair. Alors, ça peut correspondre à une dégradation de la note. Mais on va dans cette direction. Tout ce qu'il faut faire, et je pense que l'effort de pédagogie de l'Europe, je ne sais pas si on peut parler d'effort de pédagogie des marchés ou des agences, ça va être de dire il ne faut pas aller trop loin. Ouais. Est-ce que sur l'année qui vient, puisque c'est l'horizon politique qu'on peut avoir pour la France, est-ce qu'il faut oublier, je ne sais pas, l'idée du redécollage économique, d'un petit filet de croissance qu'on commençait à voir, que tout le monde attendait, qui faisait partie du cas d'investissement européen, avec en plus quelques baisses de taux de la BCE? Est-ce que toute cette histoire-là, pour un an, est au placard, Hervé? Je pense qu'alors, là encore, il faut aller du général au particulier. Le général, on reparlera peut-être des États-Unis derrière, mais on a quand même un environnement économique qui paraît plutôt en train de ralentir. C'est l'histoire américaine que l'on commence à entrevoir. L'histoire chinoise, c'est quand même un rythme lent. Et quand on voit l'histoire européenne, on a quand même un secteur manufacturier allemand qui est encalaminé. Et ce blocage se diffuse tout de même à un grand bout du marché de la zone euro. Ce qu'on a vu avec les événements politiques français, c'est qu'il y a une confiance dans les services qui a baissé aussi. Cette confiance dans les services en France, mécaniquement, arithmétiquement, elle participe d'une baisse de la confiance dans les services en zone euro. Est-ce que la situation française va, là, non pas arithmétiquement, mais psychologiquement, entraîner une espèce de prudence, de défiance dans le reste de l'Europe? J'en sais rien, mais il me semble que, et ça vaut après pour les marchés, surtout les perspectives de profit du côté des actions, que la croissance, elle va être revue à la baisse et tout ce qui en suit avec. Est-ce que et vous le disiez tout à l'heure, Stéphane, tactiquement, au moins, on a décidé de prendre de la distance avec les actifs français. Est-ce que ça reste très circonscrit, spécifique France, ou est-ce que c'est plus général vis-à-vis de l'Europe? Est-ce que c'est le cas d'investissement européen dans son ensemble qui est un peu sapé par le choc d'incertitude généré par la politique française à ce stade? Et n'oublions pas aussi les élections européennes. Alors, c'est pas une recomposition radicale du Parlement européen, mais ça peut être aussi un équilibre de compromis un peu différent, on va dire. Oui, tout à fait. Moi, je pense que le cas français, on commence à avoir des signes de ralentissement. Et deux, la France, c'est quand même un quart de la zone euro, à la louche. Donc, ça va avoir un impact ailleurs. Pourquoi je dis ça? Je vais vous donner un exemple. Vous avez eu l'enquête INSEE. Donc, vous savez, l'INSEE, tous les mois, fait une enquête auprès des chefs d'entreprise. Il pose plusieurs questions. Il y a une question, c'est quelle est votre perspective personnelle de production? Et les chefs d'entreprise disent, ça a un petit peu monté, on est à la moyenne. Donc, en gros, ils ne sont pas euphoriques, loin de là, mais ça va bien. On est à la moyenne. Puis, il y a une autre question, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'économie? Et ça s'est cassé la figure très, très vite. Et donc, on voit déjà quelque chose, et c'était une semaine après il y a un avant-après. la dissolution. Et donc, en gros, si vous avez toutes les entreprises pour qui ça va bien, mais qui ont peur de l'environnement, vous allez commencer à avoir, des reports d'investissement, 2, des reports de création d'emplois, 3, les banques vont probablement se dire, oulala, on va allouer des crédits, mais on va faire très très attention. Et donc quand tout le monde fait ça, ça fait boule de neige, malheureusement, dans le mauvais sens. Donc ça crée pas c'est pas le choc Covid, c'est pas la fin du monde. Non. Mais effectivement, on voyait bien l'économie européenne qui réaccélérait, qui sortait enfin la tête de l'eau.
Moi, je vois bien le truc replonger gentiment et tangenter le zéro, probablement par le dessous. Est-ce que ça veut dire des taux qui Donc, baissent voilà. plus vite que ce qu'on imagine? Alors, des taux directeurs de la BCE et puis peut-être des taux également sur la courbe un peu plus loin. C'est une bonne question parce que moi, j'ai été assez surpris, je dois avouer, la semaine dernière, par 3 choses sur la BCE. Premier point, je suis désolé, c'est un petit peu technique, mais quand vous regardez l'inflation sous-jacente, c'est pas ajusté des variations saisonnières. Donc vous avez des sauts de prix l'été. Bon. Quand vous nettoyez ça, sur les 3 derniers mois, il y a une très nette accélération. Ça, c'est très accélération du momentum de l'inflation. Oui, on est à 3,5 en tendance. Donc moi, ce que j'avais en tête, c'est une inflation qui baissait gentiment, qui arrivait à 2, et puis qui tangentait le 2 sur la deuxième moitié de l'année. Et donc la BCE pouvait dire, voyez, j'étais très fort, je peux couper les taux, j'ai gagné. Et ça a l'air beaucoup, beaucoup moins simple que ça. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, ils ont publié les minutes du dernier meeting, et Lane, qui est le chief économiste, qui est un dove, c'est-à-dire quelqu'un qui est plutôt en faveur des baisses de taux, était extrêmement prudent et disait « mais il nous faut plus d'informations, on n'est pas sûr, c'est assez volatile, etc. » Donc même lui rétropédalait en disant « oulala, il ne faut pas aller trop vite ». Et puis dernier point, il y a eu Sintra, vous savez, qui est la grande messe de la BCE une fois par an. Et Christine Lagarde, pareil, disait il y a beaucoup de risques, on ne sait pas, etc. Donc moi je reste sur l'idée qu'il baisse en septembre, il baisse en décembre, mais paradoxalement, mon niveau de conviction a plutôt baissé. Et je ne parierais pas ma chemise sur ces 2 baisses. Je pense que ça reste de loin le scénario central. D'accord. Mais le risque est plutôt qu'il y en ait moins. Oui. D'accord. Oui. Alors que vous aurez probablement dit exactement l'inverse il y a 15 jours. Andrew sur les banques centrales, puis on dira un mot de la Fed aussi, bien sûr. Pour le BCE, nous restons aussi sur septembre et décembre. Ils n'ont pas suffisamment d'informations d'être plus agressifs parce que les salaires ne corrigent pas aussi vite. Au début de l'année, Christine Lagarde a dit, en fin d'année, en Q4, on a vu que les salaires sont remontés, mais c'était quelque chose de passager spécifique à l'Allemagne. C'est vrai qu'en Allemagne, ça continue à négocier nettement au-dessus de l'inflation. Je crois qu'IG Metall, ils ont demandé 7,5, donc ça veut dire ils vont négocier à 5. Oui, c'est ça. C'est largement trop pour le BCE. Ouais. Ce qui fait que dans les minutes, ceux qui sont côté Faucon, ils voient ça, il n'y a pas de question. Après, il y a aussi le problème de l'énergie, parce que le prix de l'énergie est monté. Et on voit ça dans nos modèles, que ça nous donne une petit signal rouge, c'est qu'aujourd'hui, le marché est très confiant, voire complaisant, sur la capacité de la BCE de baisser les taux. Et on a construit dans l'ensemble le marché des anticipations de baisse des taux qui sont de nouveau plutôt agressives par rapport à ce qui est le discours, que ce soit de la BCE, mais surtout de la Fed. Et je trouve que nous avons plutôt un biais pour septembre, pour la Fed, mais il ne faut pas confondre une normalisation des taux suite à une baisse d'inflation excessive et une série de baisses des taux qui sont pas du tout annoncées. Ça a été le cas du marché en début de l'année. On avait dit que c'était... Donc c'est plus le calendrier des baisses de taux de 2025, la poursuite des baisses de taux en 2025. Voilà, c'est ça. C'est plus ça qui vous gêne. Taux neutre au moyen terme. Et le marché ne veut pas l'entendre. Donc il y a un peu d'asymétrie là, mais le ralentissement, encore une fois, les États-Unis, Main Street et Wall Street. Main Street souffre. Il n'y a aucun doute que monsieur tout le monde, les petites et moyennes entreprises, ils souffrent. Ils se financent au taux variable, pas dans les marchés des capitaux, ils souffrent. Le Fed est probablement plus à l'écoute de eux que les gens de Wall Street qui aujourd'hui sont... Bon. Donc, je crois que septembre, ils vont venir, mais si c'est une baisse des taux avec derrière un discours ferme, il va y avoir un peu de volatilité. Oui, effectivement. Comment vous regardez l'activité américaine? Là, on a eu les données la semaine dernière sur le marché du travail. On aura les données d'inflation jeudi. Hervé, sur le marché du travail, c'est un peu la question, et ça pose la question du timing de la Fed pour sa première baisse. Mais est-ce qu'on est encore dans ce rééquilibrage, ce refroidissement que tout le monde souhaitait voir, qui était souhaitable parce que les tensions et les déséquilibres étaient insoutenables et trop forts pour l'économie américaine? Ou est-ce qu'on a passé ce cap-là et qu'on est en train de basculer dans quelque chose qui
serait une dégradation ou un renversement, un revirement notamment sur le marché du travail américain. Taux de chômage au plus bas, on a dû voir 3,5 ou 3,4 même peut-être dans ce cycle. Bon, on est à 4 et même un peu plus, 4,1. C'est quand même une petite inflexion déjà. Oui. Moi, je pense que le ralentissement est plus marqué, je le disais, que l'anticipation qu'on en faisait. Quand vous voyez le consensus Bloomberg, par exemple, il nous dit 0,4% trimestre après trimestre, donc du 1,6% en rythme annuel, comme on aime faire là-bas. Moi, j'ai l'impression que tant du côté de l'offre que du côté de la demande, on est en train de mettre en place des mécanismes qui vont produire moins de croissance que ça. Du côté de l'offre, on a une dégradation du marché du travail. Alors, elle est relativement lente, mais elle s'accompagne aussi un peu d'une correction du côté de la productivité. Alors, la productivité a fait preuve d'une volatilité assez incroyable. Donc, il y avait une période où elle était très forte, et tant mieux. Et là, elle est plutôt en train de ralentir. N'empêche que, arithmétiquement, si vous prenez ralentissement de l'emploi, ralentissement de la productivité, ça vous fabrique tout de même plutôt moins de croissance qu'avant. À quantifier, je ne sais pas très bien, mais moins de croissance. Et puis du côté de la demande, il faut quand même bien voir que pour les ménages, ils nous disent que, alors là on bascule de l'enquête sur l'emploi des entreprises aux ménages, qui a quasiment plus de création d'emplois. On observe que leur taux d'épargne est relativement bas, plus bas que la moyenne des 20, des X dernières années. On voit aussi que leur confiance est basse. Ça fait longtemps qu'elle est basse, mais elle ne s'est pas améliorée. Et puis, sur l'inflation, il y a quand même quelque chose de bizarre. Alors, j'ai bien les chiffres en tête sur l'anticipation à 5 ans plutôt que sur l'anticipation à 1 an, mais c'est la même histoire. À 5 ans, la médiane est à 3. Et je pense que réfléchir structurellement sur une inflation à 3, ça fait plus de sens que réfléchir sur une inflation à 2. J'ouvre juste une parenthèse. Pour les banques centrales, il y a le structurel qui est gênant, je pense, par rapport à l'objectif actuel. Et puis, il y a le conjoncturel qui, aujourd'hui, permet peut-être de se rapprocher plus de leur objectif. Je referme ma parenthèse et je reviens sur mes ménages américains. La médiane est à 3, très bien. La moyenne est à 5. Ce qui veut bien dire, et pour l'inflation à 1 an, c'est la même histoire. Il y a une partie des consommateurs américains qui, en fait, a cassé son ancrage, à une inflation à 2%. Si vous mettez tout il y a un désancrage qui s'est produit dans une partie, en tout cas, des ménages américains. Donc, j'ai l'impression que sur la consommation américaine, près de 70%, 68% du produit intérieur, c'est pas terrible. L'investissement dans un environnement compliqué, ça risque aussi d'être prudent. Donc j'ai l'impression que offre-demande nous raconte bien une histoire de ralentissement, ou tout moins de momentum moins bon qu'attendu. Ça, sur l'inflation conjoncturelle, ça rassure un peu. Parce qu'on se dit, s'il y a moins de croissance, l'inflation conjoncturelle sera moins bonne. Les salaires ralentissent plutôt aux États-Unis. Et quand on voit le taux d'émission qui se réduit, ça envoie bien le message de salaires qui vont poursuivre leur ralentissement. Donc j'ai l'impression que, même si structurellement, je pense que maintenir le 2, ça va être compliqué, on va se rapprocher, plutôt se rapprocher de la cible. Donc la Banque centrale américaine pourra à peu près se maintenir sur le calendrier qu'elle s'est fixé, sur l'ampleur des baisses qu'elle s'est fixée. Je ne le remettrai pas en cause. Moi, ce qui m'inquiéterait, c'est plutôt le retard absolument usuel entre mouvement de taux d'intérêt sur la croissance, avec une dégradation qui est sans doute plus marquée que prévu. Est-ce qu'on ne va pas dire la Fed est un peu en retard ? Et moi, j'aurais envie de dire que les anticipations de marché face à, non pas une surprise, mais à quelque chose qui ne se passe pas tout à fait comme attendu, les anticipations de marché bougeront. Ils ont 3 semaines pour essayer de répondre à cette question, parce qu'il y a quand même un meeting 30 et 31 juillet pour la Fed, même s'il ne sera sans doute pas live du point de vue de la décision d'une baisse de taux, il peut être un meeting de discussion quand même de ce point de vue-là. Stéphane, rééquilibrage du marché du travail américain, est-ce qu'on est toujours dans la norme de ce qu'on veut voir, ou est-ce qu'on est dans quelque chose d'un peu plus dégradé déjà ? Et puis comment ça se traduit dans les résultats micro des entreprises ? Parce que tout le monde constate le ralentissement américain ou le rééquilibrage, chacun choisit son terme. En revanche, de ce que je voyais, le consensus des EPS, des bénéfices attendus, lui, a plutôt repris une trajectoire positive ces derniers temps.
Oui, alors il y a un effet sectoriel qui est très très important. Vous avez certaines entreprises qui tirent beaucoup. Oui. Nvidia, pour pas la nommer. Oui. Alors, On attend quoi, 30% encore de progression des bénéfices ou plus encore? Non, j'en sais rien. nous, on est assez optimistes. Oui, on est actionnaire d'ailleurs. Je suis obligé de le dire. bah, je suis bien sûr, désolé parce que. Mais non. En fait, pour faire une parenthèse sur Nvidia, on a beaucoup analysé toute la chaîne de production. Vous savez qu'Nvidia ne produit pas de microprocesseurs, c'est TSMC qui les produit. Nvidia ne fait que le design. Et TSMC a beaucoup de fournisseurs, surtout en Corée, mais aussi Taïwan, etc. On a beaucoup regardé toute la chaîne. Toute la chaîne est en train d'accélérer à bloc. D'accord. Ils sont tous en ébullition, là. Oui, ça veut dire qu'ils vont produire vraiment beaucoup. Donc ça veut dire que les résultats d'Nvidia devraient être, en toute probabilité, pas mal du tout. Voilà, on espère. Pour redonner la perspective, la France, dans les MSCI World, les actions françaises pèsent 2,7%, Nvidia pèse 4,5%. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Oui. Non, mais voir ce qui est important et qu'il est peut-être un peu moins. Mais pour revenir sur les résultats des entreprises, donc moi je comprends qu'on continue à glisser sur les attentes de l'eau. Ce qui me fait très très peur, c'est pas vraiment les résultats des entreprises qui devraient encore être bons parce que c'est le deuxième trimestre qui a été bon en termes de croissance, etc. Enfin, il n'y a pas de raison de voir des gros accidents. Par contre, le marché est relativement optimiste. Et donc on se retrouve, vous avez parlé de Nike, quand vous publiez des chiffres qui sont mauvais, le marché vous pénalise et vous n'avez pas le droit à l'erreur. Et donc, moi, ce qui me rend un petit peu nerveux, c'est que soit vous avez des publications qui sont bonnes, ou meilleures qu'attendues, etc. Et le marché va dire, c'est pour ça que je paye beaucoup, c'est pour ça que je suis cher, parce que j'attends des bonnes nouvelles. Donc, il n'y a pas monté énormément. Par contre, quand vous décevez, c'est un massacre, potentiellement. Et donc, là aussi, pour nous, ça pousse plutôt à la prudence, parce que on est sur une situation où il n'y a pas grand-chose à gagner, surtout dans une économie qui est effectivement ralentie. Après, on a eu 6 trimestres au-dessus du potentiel, donc on ne va pas non plus faire croître comme ça pour les siècles et les siècles. Donc le ralentissement, il est normal. Mais c'est tout un environnement qui fait que les marchés sont beaucoup moins porteurs. Et juste pour l'anecdote, nous, on gère beaucoup avec ce qu'on appelle l'Eleva Capital Index, qui est un indicateur propriétaire. Alors la bonne nouvelle, c'est que l'Eleva Capital Index global est pas loin des plus hauts historiques. Donc c'est un très bon signal. Mauvaise nouvelle, c'est que quand vous êtes au plus haut historique, vous n'avez pas monté. Ou plus beaucoup. Donc le réservoir... les records sont faits pour être battus, c'est aussi ce qu'on apprend, mais je pense que le réservoir de bonnes nouvelles, il est très très largement derrière nous. Et on parlait, alors dans le même ordre d'esprit, si vous regardez l'indice de surprise économique aux États-Unis, on est à moins 50. Donc c'est la même idée. Je m'en réfère toujours au rationnel et au pragmatisme de l'investisseur. Oui, le marché américain, les indices américains, S&P, Nasdaq, sont toujours au sommet, Andrew. La vol est au plus bas, peut-être quasi historique également, il faut le signaler. Est-ce que c'est une situation confortable toujours pour un investisseur, notamment sur la partie actions, actifs risqués? Les indices continuent à délivrer, mais sur une bande de passants très, très étroite. Parce que si on regarde le S&P 600 équipondéré, ou équipondéré, S&P équipondéré, on a plus 3% depuis le début de l'année. Donc, c'est rien d'extraordinaire, c'est dans un rythme annuel classique. Donc, non, il y a certainement des résultats qui restent encore très positifs, que les anticipations vers la fin d'année commencent à être un peu poussées, même en dehors de ce qui est la partie tech. C'est inquiétant. La bonne nouvelle, c'est que la volatilité est vraiment pas chère en prix, donc ça vous donne l'opportunité de couvrir une partie des risques à un moindre coût. C'est une assurance. On achète tous l'assurance de temps en temps, il faut mieux l'avoir avant que... Oui. Et donc il y a une structure dans le marché n'est pas complètement fou. Il n'y a pas d'excès, il n'y a pas d'excès en valorisation des actions dans l'ensemble, mais ils sont quand même poussés. Les taux, il y a un peu d'asymétrie, mais il y a encore du portage, il y a encore du crédit qui est un peu cher, mais on n'a pas des perspectives négatives sur l'économie. L'économie, c'est un ralentissement à partir d'un niveau qui est élevé. Peut-être on se trompe sur le potentiel, probablement. Mais quoi qu'il en soit, on est encore dans une période plutôt croissance. On ne voit pas de récession au coin de la rue, mais on a la capacité de couvrir une partie des risques d'une manière
économique intéressant, je dirais. La protection ne coûte pas cher aujourd'hui, c'est On n'utilise l'avantage pas le mot d'avoir ça. protection, mais de gérer nos risques, mitiger des risques. Ouais. C'est Mais on une l'utilise question aussi. déontologie. C'est un terme interdit, d'accord, ok. Hervé, oui, bon, je ne sais pas ce qu'on peut dire sur la situation du marché américain, mais c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du décrochage un peu de la France là, sur les dernières semaines par rapport aux actifs européens. L'Europe, les indices européens tiennent encore bien, mais c'est vrai que, bon, en tout cas sur la première partie d'année, le match avec les US, c'était un match impossible au final. Oui, non, c'est sûr que la France fait moins bien que l'Europe Oui. fait moins bien que les États-Unis. Ça, c'est clair. Non, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé dans l'environnement récent, et je pense que c'est quand même une petite attention particulière sur la politique budgétaire américaine. C'est suite à ce fameux débat raté pour Biden, entre Biden et Trump. On a vu tout de même les taux à 2 ans ne pas bouger. Ils restent dirigés par les anticipations de politique monétaire. Mais on a vu le taux à 10 ans monter et donc le spread s'écarter. Tout de même, l'idée... Si politiquement, on a l'impression que pour des tas de raisons, Biden maintenant n'est plus à même de faire la course en tête, va se reposer la question de la politique budgétaire. Il faut voir ce que le Congress Budget Office nous a mis comme trajectoire devant. C'est quand même assez impressionnant. Et donc, sur les taux longs américains, là où on s'interroge sur les taux longs français, pour de bonnes raisons. On s'interrogera peut-être sur les taux longs américains pour d'autres raisons. Alors, il y a les logiques de safe haven, c'est vrai, mais tout de même. Oui, oui. Puis encore une belle semaine avec de belles émissions du Trésor américain, là, tout au long de la semaine. Je crois qu'il y a du 30 ans en fin de semaine, donc toujours des moments importants et intéressants à suivre sur les marchés obligataires notamment. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Hervé Gouletker, Senior Economic Advisor d'Accuracy, Andrew Etherington, responsable de la gestion diversifiée chez AXA IM, et Stéphane Déo, gérant senior chez Eleva Capital. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et le thème ce soir, c'est celui du thème d'investissement de l'économie de l'abonnement. Et c'est Walid Azhar Attala, qui est gérant chez Thematics Asset Management, qui est à mes côtés pour en parler. Walid, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes co-gérant d'une des stratégies qui existe depuis 4 ans maintenant chez Thematics AM, qui s'appelle Subscription Economy, l'économie de l'abonnement. Un mot de ce que vous entendez par abonnement, mais... pour nous expliquer que oui, on a tous en tête que l'abonnement c'est Netflix, c'est-à-dire le digital pour le consommateur particulier. C'est évidemment Netflix, mais ça n'est pas que Netflix. C'est ça, Walid. C'est vrai, c'est ce qu'on essaye d'expliquer en tout cas aux investisseurs, que les abonnements en fait existent bel et bien dans le monde réel. On ferait vraiment cet accent. Elles existent dans le monde du consommateur, vous l'avez bien dit, mais aussi elles sont omniprésentes dans le monde de l'entreprise. Ah ouais. On les utilise tous les jours pour pouvoir être à même de travailler. Donc c'est vraiment un univers qui est très très large avec une multitude de secteurs. C'est pas que digital et c'est pas que B2C. Voilà, c'est aussi B2B et c'est aussi dans le domaine physique et réel. Comment vous mesurez l'avantage d'un abonnement, alors que ce soit pour celui qui vend l'abonnement, aussi bien que pour celui qui souscrit à l'abonnement? Et est-ce qu'on est dans un rapport d'égalité ou au moins un rapport gagnant-gagnant entre l'abonné et le fournisseur d'abonnement? Vous l'avez bien dit, l'avantage de ce business model et pourquoi on a décidé de se focaliser dessus, c'est que c'est gagnant-gagnant pour le revendeur et pour le consommateur. Du point de vue du revendeur, au fait, ce qu'on va avoir, c'est une relation qui est plus longue avec notre consommateur, comparé à quand on va vendre un produit de manière assez ponctuelle. Et cette relation qui s'inscrit dans la durée va nous permettre de mieux connaître notre consommateur et d'investir pour répondre aux besoins de ce consommateur. En plus de ça, il y a cet aspect de flux de revenus qui sont récurrents, qui découlent de cette nature récurrente des abonnements. Et quand on dit récurrence, on parle de visibilité. C'est quelque chose qui est fortement apprécié par les entreprises, parce qu'avec la visibilité, on va avoir un peu plus de discipline dans la façon dont on investit notre capital, dont on investit en R&D, dans la croissance. Et au bout du compte, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une entreprise qui est mieux huilée et qui est plus profitable qu'une entreprise opérant dans nos modèles traditionnels. Et cette relation de long terme entre l'abonné et l'abonnement, oui, c'est une relation volontaire. C'est-à-dire qu'à un moment, au début de la diffusion, de la massification des abonnements, il y a eu le problème, on l'a tous connu, il y a eu le problème
comment on fait pour se désabonner? Et c'est là qu'on s'est aperçu que c'était parfois très compliqué, que ça prenait du temps et que parfois des consommateurs capitulaient même sur l'idée de se désabonner, de changer de banque, de changer d'opérateur téléphonique, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qui appartient au passé désormais, Walid. En partie quand même. Ça reste en partie vrai, mais il faut quand même prendre... Mais c'est un point d'attention quand même. Bien sûr. C'est quelque chose qui a été repris par les médias, surtout après la crise du Covid, où on s'est tous rendu compte du jour au lendemain qu'on avait un peu trop d'abonnements. Mais l'idée, il y a quand même des avantages qui découlent pour le consommateur. Ouais, Premièrement, il y a un coût initial qui est plus faible que lorsqu'on va aller acheter un produit. Deuxièmement, il y a cette notion de flexibilité. Vous avez mentionné Netflix, on essaie autant que possible de ne pas parler de cette entreprise. C'est vrai, bon, mais on va parler aussi des outils bureautiques. Mais la flexibilité, au fait, grâce à l'abonnement, on va pouvoir consommer des biens et des services sur plusieurs plateformes, où que l'on soit à travers le monde, donc sur votre tablette, sur votre ordinateur, sur votre portable. Et donc ça, c'est un avantage qui est primordial pour le consommateur. Ouais. Comment vous avez structuré justement la stratégie autour dans cet univers d'investissement de l'abonnement? Comment est-ce que vous avez pu affiner les choses, Walid? Alors, on a identifié 5 segments qui englobent la quasi-totalité, je vais dire, des facettes de l'abonnement. Le premier segment, celui du domicile. On va retrouver des services essentiels qui vont nous permettre, à nous, consommateurs, de mener notre vie au jour le jour, avec des services essentiels comme les services aux collectivités, fournisseurs de gaz, électricité, comme GDF, par exemple. Bien sûr. Même chose dans le monde des télécoms, avec votre fournisseur Internet, câble ou encore téléphonie. Ça peut être Free ou T-Mobile aux États-Unis, ou des services liés à la sécurité. Il y a même des abonnements qui vont nous permettre de s'octroyer des biens, notamment dans l'agroalimentaire. Ça, c'est un premier segment. Le deuxième, celui des fournisseurs de données, et c'est peut-être un segment emblématique, je vais dire, de cette stratégie. Les fournisseurs de données, ils vont offrir des services qui sont essentiels aux entreprises. Donc, à savoir essentiels, je vais vous donner l'exemple de nous dans le monde de la finance. Nous devons avoir accès à des données, donc on va s'abonner à un MSCI, à un Nasdaq pour avoir des données boursières, des données financières, pour pouvoir mener notre métier au jour le jour. C'est la même chose dans le monde légal, assurantiel, médical, etc., etc. Le troisième segment, et là c'est le segment probablement le plus intuitif, celui des médias. On a parlé du streaming, donc avec audio, vidéo. L'entreprise qu'on ne peut pas citer. Avec Netflix, Spotify, allez, ça fait. Et en plus de ça, on va retrouver les créateurs de jeux vidéo, de consoles, les applications de dating, par exemple, qui font partie de cet univers, les petites annonces ou même les médias traditionnels, donc de nouvelles comme un New York Times, qui font partie de ce segment, bien entendu discrétionnaire. Le quatrième, c'est peut-être aussi un segment assez clé, c'est notre seule exposition sur le secteur technologique, c'est le segment des logiciels. On va retrouver les fameux outils de bureautique, comme Microsoft Office par exemple, des outils d'aide au service marketing, comme Salesforce, ou encore dans le monde créatif avec Adobe, qui est la maison mère de Photoshop. Et le dernier, celui de la santé et du bien-être. Là, on est un peu dans l'économie réelle, comme je disais au début. On va retrouver les acteurs dans le monde du fitness, comme Basic Fit en Europe, ou encore Planet Fitness aux US, ou des opérateurs de stations de ski, ou même on retrouve de plus en plus d'entreprises médicales qui vont mettre l'abonnement au cœur de leur offre, comme dans le monde du monitoring du glucose avec Dexcom, ou dans les lentilles de contact avec Synsam dans les pays nordiques, ou encore Menicon dans le Japon. Qu'est-ce qui fait la différence entre un bon modèle d'abonnement et un modèle d'abonnement moins pertinent ou moins efficient, moins créateur de valeur, Walid? C'est une bonne question parce qu'il y a comme une série de critères qu'il faut respecter. Ouais. Premièrement, il faut que le service soit utile, qui soit différent ou même unique si on peut le dire, et qui a un prix qui est abordable. Vous pouvez avoir le meilleur service du monde, si le prix n'est pas abordable, vous n'allez pas avoir de demande. Deuxièmement, il faut s'éloigner un peu des effets de mode. On a vu récemment une multitude d'entreprises offrir des abonnements et puis disparaître du jour au lendemain. Ouais. Parce que voilà, elles ont surfé sur une vague qui a Exemple, dans quoi? Dans le monde de la mobilité, Vous avez très bien mentionné, c'est comme tous les vélos qu'on a vus à travers Paris. Okay. Et voilà, les marques ont disparu du jour au lendemain. Deuxièmement, il faut que le produit soit évolutif, qu'il réponde aux changements des habitudes du consommateur, aux changements technologiques, sociodémographiques. Et enfin, ça doit avoir un aspect un peu buffet à volonté. Donc vous payez un abonnement, vous devez avoir accès à ce service du moment où vous payez cet abonnement. Et en plus de ça, et ça c'est peut-être j'ai envie de dire l'aspect clé, il faut mettre le consommateur au centre de votre attention en tant qu'entreprise. Donc il faut être à l'écoute de ce consommateur, innover pour lui et donc maximiser la rétention. Et quand on maximise la rétention, sur le long terme, ça va générer plus de revenus et donc on va avoir un retour sur investissement qui est bien plus important. Ça, c'est, si vous voulez, les critères clés qui vont faire qu'on va réussir dans ce monde. Ouais. Bon, après, il y a du sur-mesure et du spécifique, j'imagine, pour chaque cas. Comment vous abordez cette thématique d'investissement dans
un contexte où on parle et on continue de parler du problème de standard de vie, du coût de la vie, de la crise du pouvoir d'achat, etc. Alors évidemment, il y a eu l'envolée post-Covid, et puis il y a le retour à la réalité, effectivement, avec un monde et des paramètres qui ont un peu changé. Alors, ici, on va vraiment se concentrer sur l'aspect du consommateur. On sait qu'en temps de crise, vous venez de parler de cet aspect, les consommateurs vont privilégier les dépenses essentielles contre les dépenses discrétionnaires, donc non essentielles. Et ceci a été validé aussi dans notre monde des abonnements, parce qu'on a certaines entreprises dans le monde discrétionnaire, je vous ai parlé au début des opérateurs de stations de ski par exemple, qui ont vu leur nombre d'abonnés, je ne vais pas dire chuter de manière significative, mais il y a quand même exactement, c'est la même chose pour les opérateurs de fitness low cost, on est vraiment là sur les ménages les plus sensibles, et donc une entreprise comme Basic Fit a connu quelques difficultés sur les derniers trimestres. Nous, ce qu'on préconise dans ce cas de figure, c'est aller se focaliser sur les entreprises qui vont offrir des services essentiels, comme les services aux collectivités, c'est ce qu'on avait dit au début, les télécoms, ou encore il y a des entreprises qui vont bénéficier de cet environnement, comme ce qu'on appelle les clubs entrepôts, qui sont des enseignes assez aussi emblématiques du monde de l'abonnement. Les clubs entrepôts sont tout simplement de grandes surfaces qui, moyennant un abonnement, vont donner accès à des supermarchés, si vous voulez, où les consommateurs pourront pouvoir acheter tout allant de l'agroalimentaire au textile, aux meubles, à l'électroménager, mais ceci à un prix qui est réduit par rapport à la concurrence. On parle d'une décote d'une vingtaine de pourcents. Et naturellement, dans le contexte actuel, le nombre d'abonnés de ces entreprises a explosé avec les taux de rétention qui sont au plus haut. Et ça, c'est des standards de consommation, parce que nous, en France, on découvre Costco depuis quelques années maintenant, je crois, car ça fait quoi ? Il y en a deux, en fait. Oui, il y en a deux, mais ça fait moins de 10 ans que Costco est en France, quand même. Exactement. Oui, c'est ça. Donc, c'est quand même encore assez récent. Et puis, il y a 2 magasins. Ça fait beaucoup parler. Mais Carrefour, je crois, importe aussi un modèle, peut-être, qui est aussi sur cette idée-là. Mais ailleurs dans le monde, vous êtes un fonds global. C'est des modèles, effectivement, c'est Club Deal, ou c'est, comment vous dites, c'est Club Entrepôt, pardon. Club Warehouse en anglais. Club Entrepôt, c'est quelque chose de développé qui prend qui est sur des rythmes de croissance importants. Oui, alors à l'échelle d'un Costco qui est une entreprise globale, ici pour le coup on a un peu plus de 500 entrepôts aux États-Unis, mais après on va en retrouver au Canada, au Mexique, au Japon, au UK. Donc oui, c'est des modèles qui sont un peu plus populaires, je dirais qu'en Europe continentale, où ça va être des raisons d'urbanisme et ce genre de choses qui vont changer la donne. Mais en tout cas, pour nous, c'est un business model qui est fort intéressant pour cette composante abonnement qui représente peut-être 2 à 3% du chiffre d'affaires, mais 75% de la marge nette. Un mot des 4 ans de la stratégie et de comment le fonds s'est comporté. Alors, peut-être pas refaire toute l'histoire des 4 ans, mais qu'est-ce que vous attendez du comportement d'un fonds comme celui de l'économie de l'abonnement, Subscription Economy ? Alors, le premier phénomène que je peux mettre en avant, c'est que c'est un fonds qui est très diversifié à travers une multitude de secteurs, avec une connotation qualité, avec des entreprises qui ont une forte visibilité sur leur revenu futur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, l'aspect plutôt peu cyclique des abonnements. Il faut se rendre à l'évidence que c'est une industrie qui est très peu cyclique du fait de tout ce qu'on a énuméré avant. Va venir lisser les cycles économiques, la volatilité économique, donc ramener un peu de stabilité à un portefeuille d'investissement. Et enfin, on a une stratégie qui va être investie dans des secteurs technologiques qui, eux, vont nous permettre de participer au marché haussier, mais aussi à ces autres industries essentielles comme les fournisseurs de données ou tout ce qu'on a évoqué dans le monde du consommateur qui vont venir un peu protéger la stratégie des baisses de marché. En plus de ça, ce qu'on constate finalement, c'est qu'on allie un peu le meilleur des deux mondes. On est exposé sur l'innovation, sur les services essentiels, et quand on ajoute à ça à la stabilité amenée par les abonnements, eh bien on se retrouve avec une stratégie qui est bien équipée pour naviguer différents types de marchés. C'est all roads, quoi. C'est un peu 4x4, quoi. Enfin, non, mais dans le jargon, ça existe. Oui, il y a un côté un peu barbel, quoi. Il y a du défensif et il y a aussi de la cyclicité, effectivement, et de la tech. Merci beaucoup, Walid. Merci d'être venu nous parler du thème d'investissement de l'économie de l'abonnement, un thème et une stratégie que vous co-gérez chez Thematics Asset Management. Walid Azza Attallah était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse sur Bismart ce soir.